Bonjour à toutes et à tous, Français, Françaises, francophones du monde entier, parce que je sais que beaucoup de francophones du monde entier écoutent aussi les émissions du PRTV. Je voudrais vous parler aujourd'hui de ce qui fait débat dans la société française. Il y a actuellement une proposition de loi qui arrive à l'Assemblée nationale sur ce que l'on appelle l'écriture dite inclusive. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça fait référence à ce mouvement d'opinion qui est apparu depuis, disons, les années 90 et qui vise à stigmatiser le fait que dans la langue française, il y aurait une langue trop genrée, trop spécifiquement dédiée au masculin et au féminin, avec, vous savez, cette fameuse formule dans les accords d'adjectifs, le masculin l'emporte sur le féminin. Et donc la langue, l'écriture française, enfin la langue française et l'écriture qui va avec, mettrait dans le cerveau des enfants, puis des adolescents, puis des adultes, une division de la société avec une hiérarchie entre les hommes et les femmes. Alors, il est exact que la langue française est une langue genrée, comme on dit, c'est-à-dire qui distingue bien le masculin du féminin. C'est tout à fait exact. C'est le cas également du portugais, de l'espagnol, de l'italien, c'est-à-dire des langues d'origine latine. Mais il est exact également qu'il y a d'autres langues qui n'agissent pas de la même façon. Par exemple, en anglais, l'anglais est une langue qui n'est pas genrée. Vous avez a man, un homme, a woman, une femme, a girl, une fille, a boy, un garçon. C'est comme si en français on disait un homme, une femme, un fille, un garçon. Donc c'est une langue qui, alors les avions ou les bateaux sont du genre féminin en anglais, en américain, mais c'est une langue qui n'est pas très spécifiquement genrée. Et puis, on a à l'autre bout, on a une langue comme l'allemand qui distingue en fait trois genres, le masculin, le féminin et le neutre. En allemand, on dit der Mann, l'homme, die Frau, la femme, et par exemple das Mädchen, c'est-à-dire la petite fille. En réalité, dans la langue française, il y a une trace de ce neutre qui est par exemple le on dit que, ou bien d'apparence masculine d'un certain nombre de mots désignant des fonctions. Par exemple, une femme directeur, une femme ministre, une femme professeur. C'était en fait non pas du masculin, mais la rémanence du genre neutre en langue française. Alors, depuis une trentaine d'années, il a été voulu, décidé, promu d'avoir une langue dite plus épicène. Alors, épicène, ça veut dire qui fait moins allusion à la différence de genre et qui trouve des formules pour essayer de l'éviter. Par exemple, on dira le public. Le public, on ne sait pas si c'est masculin ou féminin, ça mélange. C'est le mot lui-même étant quand même masculin. Au total, tout ça va à peu près bien. Il y a eu des réformes dans les années 90 avec maintenant de plus en plus de noms de fonctions professionnelles qui ont été féminisées. On dit maintenant assez volontiers, même si pour les puristes ça reste des barbarismes, mais on dit désormais plus volontiers la ministre ou bien la directrice, l'ambassadrice, etc. Qu'auparavant. Personnellement, ça ne me gêne pas si c'est entré dans les usages. Notez bien que ça n'est pas toujours facile. Par exemple, traditionnellement, une femme ambassadeur, quand elle avait la fonction d'ambassadeur, on l'appelait Madame l'ambassadeur, alors que l'ambassadrice désignait la femme de l'ambassadeur si c'était un homme. Il y a donc une petite ambiguïté. Il y a des cas aussi, c'est très difficile. Par exemple, un cafetier, quelqu'un qui tient un cafetier, on ne peut pas appeler une femme tenant un cafetier, on ne peut pas l'appeler la cafetière. Donc il va falloir trouver des solutions. En attendant qu'un cas, ça marchait globalement. Sauf que, eh bien, des esprits tout à fait minoritaires dans la société française, qui sont imprégnés des modes intellectuels excessives, extrémistes venus d'outre-Atlantique, veulent aller plus loin et démantibuler la langue et l'écriture de la langue française avec cette écriture dite inclusive où on va ajouter des « et ». Par exemple, les salariés, on va mettre les salariés « et », point « e », point « s », pour bien que l'on mentionne à la fois le salarié homme, le salarié femme et le pluriel. Auparavant, et notamment dans la langue française traditionnelle, les salariés, ça veut dire « es », ça veut dire tous les salariés, hommes et femmes. Alors qu'est-ce qu'il faut en penser? Eh bien, personnellement, je vous donne mon point de vue, franchement, directement, il faut être absolument contre cette dérive. Et pourquoi? Pour 7 arguments
que je vous invite à méditer, à réfléchir et éventuellement à répercuter autour de vous. Le premier argument, c'est qu'on n'est pas au milieu de la jungle. En France, il y a une institution qui s'appelle l'Académie française, qui a été créée par Richelieu en 1635, c'est-à-dire il y a bientôt 400 ans. Et cette institution est là pour justement fixer la langue française. C'est ce qui a donné d'ailleurs la grandeur sa clarté, sa pureté de la langue française au grand siècle, sous le siècle de Louis XIV. C'est Richelieu qui l'a créé, mais ça s'est surtout développé sous le règne suivant, celui de Louis XIV. Selon ces statuts, et selon notamment l'article 24 de ces statuts, la principale mission de l'Académie française est, je cite, de travailler avec tout le soin et toute la diligence possible à donner des règles certaines à la langue française et à la rendre pure, éloquente et capable de traiter les arts et les sciences. Donc c'est le rôle de l'Académie française que de dire ce qu'il faut faire. Et normalement, l'État est là pour prendre les avis de l'Académie française. L'Académie française, je rappelle que ce sont 40 immortels, comme on le dit, c'est-à-dire, en règle générale, des penseurs, des philosophes, des romanciers, des essayistes, des journalistes, quelques membres du clergé, quelques responsables politiques, qui sont élus par leurs pairs. Ils sont 40, ils sont élus à vie. C'est pour ça qu'on les appelle les immortels, parce que lorsque l'un d'entre eux décède, aussitôt il est remplacé par un suivant. Il y a actuellement 34 postes qui sont occupés. Et le secrétaire général de l'Académie française, ou la secrétaire générale, c'est actuellement Madame Hélène Carrère d'Encausse, dont il me plaît d'ailleurs de souligner au passage qu'elle n'est pas d'origine française et qu'elle est d'origine géorgienne. J'ai déjà eu l'occasion de le dire dans une vidéo il y a quelque temps de cela, pour montrer que la langue française attire des personnalités du monde entier, que c'est une langue à vocation universelle, et que donc l'Académie française, où siègent d'autres personnes d'origine étrangère d'ailleurs, est là non seulement pour parler au nom de la République française, mais au nom de toute la francophonie, puisque c'est elle qui fixe les canons de la langue française. Alors en 2017, l'Académie française a pris position. Elle a pris position face aux marques de l'écriture, face à l'écriture inclusive. C'est donc cette graphie double genrée avec l'aide des points médians, etc. Et l'Académie française a souligné, je la cite, la multiplication des marques orthographiques et syntaxiques que cette langue inclusive induit aboutit à une langue désunie, disparate dans son expression, créant une confusion qui confine à l'illisibilité. De fait, si vous imaginez un texte, on en a déjà vu d'ailleurs, où en permanence, à chaque fois qu'il y a un nom, un substantif et un adjectif, il faut le décliner au féminin, masculin, féminin et pluriel, on n'en finit pas. Avec ces points, on a l'impression qu'il y a d'un seul coup du morse qui vient à s'insérer dans le texte. Ça rompt la facilité de lecture, ça devient illisible. C'est l'argument numéro 1. L'Académie française a dit non, donc normalement, on prend en considération ce qu'a décidé l'Académie française. Voilà, c'est comme ça. Et puis ceux à qui ça ne plaît pas, ils se plient à la volonté de la majorité, ils se plient à la loi. On a un problème en France, c'est que les ultra-minorités ne veulent plus se plier à la loi commune. Ça ne concerne d'ailleurs pas que la langue française. L'argument numéro 2, c'est que cette écriture prétendument inclusive ne l'est pas du tout. Elle est au contraire exclusive. Il y a quelques mois, en 2020, dans une tribune qui a été publiée par le magazine Marianne, 32 linguistes, Elisabeth Bautier, Louis-Jean Calvet, André Chervel, Pierre Le Goffig, Georges Kléber, Georges Elias Sarfati, etc., ont dressé la liste des défauts de cette écriture inclusive. Ils ont notamment remarqué, je les cite, en introduisant la spécification du sexe, pour tout et pour rien, à chaque adjectif, on consacre une dissociation, ce qui est le contraire de l'inclusion. En prétendant annuler l'opposition de genre, on ne fait que la systématiser. L'écriture nouvelle aurait nécessairement un effet renforcé d'opposition des filles et des garçons, créant une exclusion réciproque. C'est-à-dire que lorsqu'on lit un texte, en permanence, on nous ramènerait ligne après ligne à cette opposition de genre. Il y a de quoi devenir fou. C'est le point numéro 2. L'argument numéro 3, c'est que cette écriture inclusive
non seulement est très difficile à lire, mais elle prendrait une caractéristique tragique, c'est qu'elle serait forcément distincte de la langue parlée. Je prends un exemple. Vous êtes avec des amis, je sais pas, et vous dites, vous parlez d'un essayiste politique et vous dites l'écrivain a consacré son roman aux électeurs et à leurs élus. Ça, c'est une phrase que vous pouvez dire. Mais en écriture inclusive, et je corse à peine le trait, l'écriture inclusive serait l'écrivain / veine, pour écrivaine, a consacré son / sa roman / romane, puisqu'il fallait féminiser le mot roman, aux électeurs / trices, pour qui est les électeurs et les électrices, et à leurs élus, .e.s. Ça veut donc dire qu'il y a une différence, une discordance complète entre ce texte écrit que manifestement vous ne pouvez pas dire à l'oral et ce que vous dites à l'oral. C'est-à-dire que ça devient d'une extrême complexité. Vous avez une langue qui va se dissocier du langage parlé, qui ne retraduira pas le langage parlé. L'argument numéro 4, c'est que ça devient évidemment très complexe. Et ça devient beaucoup trop complexe pour ceux qui apprennent la langue. La langue française n'a déjà pas la réputation d'être une langue facile. Elle a au contraire la réputation d'être une langue difficile, d'être une langue précise, mais avec beaucoup d'exceptions. Voilà ce qu'est la langue française, avec beaucoup de temps, de modes, le conditionnel, le subjonctif, le futur, le passé simple, etc., etc. Bref, c'est déjà une langue difficile, et on le voit bien puisque, au sortir de l'école primaire, il y a un pourcentage parfois très important des élèves qui sortent avec une difficulté à lire et à écrire la langue française. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est en complexifiant à l'excès cette langue qu'on va favoriser l'apprentissage? La réponse est non. Les jeunes, les enfants seront complètement perdus. Même remarque pour les étrangers. En d'autres termes, ces réformes, qui d'ailleurs ne s'appliqueraient qu'en France, eh bien, seraient très difficiles à apprendre pour des étrangers ou pour des enfants. L'argument numéro 5, je viens à l'instant de l'évoquer, c'est que ça s'appliquerait en France, mais rien ne dit que les autres pays francophones suivraient les décisions. Peut-être au Québec où la proximité des États-Unis pousse à ce genre de réflexion et d'évolution excessive. Mais dans beaucoup de pays du monde, je pense aux pays du Maghreb, je pense aux pays d'Afrique francophone, je pense à Madagascar, je pense à Haïti, je pense à l'ancienne Indochine française, et puis je pense aussi dans tous les pays où on apprend le français, en Russie, au Brésil, en Chine, au Japon, en Corée, etc. Eh bien, il est très probable que la grande majorité des autres peuples refuseraient d'accepter ces modifications, de telle sorte que l'on aurait un phénomène de division au sein de la francophonie. Et ça aggraverait encore une fois l'envie des peuples étrangers d'apprendre la langue française. Ça ne pourrait jouer au bout du compte que pour une langue non genrée, qui est, comme par hasard, l'anglo-américain. Argument numéro 6. Si on adopte ces réformes, il faut les adopter et puis les appliquer. Ça veut dire qu'il va falloir réécrire tout le corpus de tous les romans, de tous les poèmes, de tous les essais, de tous les récits, de toutes les œuvres philosophiques, poétiques, romanesques, etc., de la langue française. Il va falloir écrire en écriture inclusive tout Molière, tout Racine, tout Corneille, tout Balzac, tout Zola, tout Victor Hugo, enfin c'est tout Flaubert. C'est dingue, c'est inapplicable. Ça veut donc dire que ça restera quelque chose qui sera complètement contraire à l'ensemble immense de tout ce qui représente la langue française dans le monde. Et puis enfin, le dernier argument, l'argument numéro 7, c'est que il faut vraiment ne pas voir la réalité en face ou être de parti pris pour penser que le fait que la langue française soit une écriture genrée ne bénéficie systématiquement qu'au sexe masculin. Ça n'est pas vrai. En français, il y a des mots féminins qui sont parmi les plus prestigieux. On dit la France, on ne dit pas le France, enfin le paquebot France. On dit la République, on dit la monarchie, la royauté, on dit les qualités les plus éminentes, la beauté féminine, la bonté, l'égalité,
la liberté, la fraternité, tout ça est féminin. Et donc ceux qui nous disent que la langue française genrée imposerait en fait dans l'esprit des Français une domination masculine ne voient la langue française qu'au travers de leur parti pris idéologique. Ça n'est pas vrai. On peut très bien au contraire dire que la langue française fait la part belle, justement, à la féminité. D'ailleurs, la France elle-même est représentée par Marianne. Alors, au nom de cette écriture inclusive, il va falloir que maintenant on dise la liberté, la égalité, la fraternité, la France ou France. Il faudrait plus qu'il y ait que le buste de Marianne, il faudrait qu'il y ait le buste de Marianne et puis le buste de, je sais pas, Louis, qui serait à côté. Et puis, comme il serait peut-être représentant caucasien blanc, on dirait mais oui, mais alors pour que ça ne soit pas uniquement blanc, il faut également avoir des bustes noirs, des bustes maghrébins, des bustes chinois, des bustes asiatiques, océaniens. On aurait une vingtaine. Enfin, il y a un moment à partir duquel on verse dans la folie générale. En conclusion, je pense me faire ici l'interprète d'au moins 75 ou 80% de la population française, même davantage. Les Français sont des gens de bon sens. Il y a une évolution des mœurs. La langue, elle évolue au fur et à mesure des siècles. Depuis 1945, la langue française a beaucoup évolué au fur et à mesure que les femmes ont pris de plus en plus leur place, la place qui leur revient dans la société française. Les professions, maintenant, presque toutes les professions, pas toutes, mais à part quelques professions, notamment dans le domaine de la défense, mais la plupart des professions maintenant, l'écrasante majorité des professions sont maintenant ouvertes évidemment aux femmes. Les noms de ces professions se sont féminisés quand c'était possible. Pas toujours. Je rappelle que lorsque des hommes deviennent sages-femmes, ils gardent le titre de sage-femme. On n'a pas inventé sage-homme. Donc, globalement, les choses évoluent. Et ce qui fait évoluer la société, ça n'est pas uniquement la langue et l'écriture, c'est également bien d'autres choses, les lois, l'évolution des mœurs et des comportements. En réalité, ce qui se cache derrière cette idée d'écriture inclusive, c'est de contribuer à couper les Français de leurs racines ancestrales, d'une langue qui a été formée et forgée par 1500 ans ou 2000 ans d'histoire, notamment à partir de la conquête romaine. Et c'est en définitive faire une langue tellement compliquée et complexe qu'elle serait encore plus défavorisée vis-à-vis de l'anglo-américain. C'est la raison pour laquelle il faut dire non à cette écriture inclusive, et c'est la raison pour laquelle il faut soutenir cette proposition de loi qui vise à interdire l'utilisation de cette écriture, en fait, qui déstructurerait la langue, l'écriture et finalement la société française pour le plus grand bénéfice de qui ? Je vous le laisse deviner. Deux affaires occupent actuellement une part essentielle des grands médias et par contre-coup l'esprit d'une partie de la population. Je veux parler de l'affaire de la dissolution de Génération Identitaire décidée par Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, d'une part, et je veux parler au même moment de la polémique sur l'islamo-gauchisme qui en est d'une certaine façon le pendant et qui a été lancé malencontreusement par la ministre de l'Enseignement supérieur, Madame Frédérique Vidal. Alors, on me demande quelles sont mes réactions sur ces deux affaires. Je vais, comme d'habitude, vous parler franchement, vous dire ce que j'ai sur le cœur sur ces deux affaires. S'agissant de Génération Identitaire, personnellement, je trouve normal que des forces qui représentent une part significative de l'opinion publique et de l'électorat français puissent s'exprimer par des manifestations symboliques mais globalement pacifiques. Il est normal que des gens, dans le contexte actuel, défendent l'identité de la France et soient attachés au respect des lois sur l'entrée sur le territoire national. Il est quand même extraordinaire de voir que des associations soient obligées de se constituer pour exiger finalement que l'État applique les lois de l'État. Je note d'ailleurs que d'après les sondages, 65% des Français, les 2/3, trouveraient que le niveau actuellement atteint par l'immigration est devenu problématique. Il y a donc un problème sur cette question en France
il faut arrêter de ne pas vouloir le regarder en face. J'ajoute qu'ayant voyagé dans plus de 90 pays du monde, sur tous les continents, je ne connais pas un seul pays où les habitants ne soient pas attachés à conserver leur identité et leurs coutumes. De ce point de vue, je peux comprendre aussi ceux qui se scandalisent de voir le ministre de l'Intérieur engager une procédure de dissolution de Génération Identitaire alors que peu ou voire rien n'est fait contre des associations qui bafouent ouvertement certaines de nos lois. Cependant, et je le dis tout aussi franchement, deux choses me gênent avec Génération Identitaire. La première, c'est qu'ils n'ont pas réussi, les membres de cette association n'ont pas réussi à s'extraire complètement d'un discours ou de comportement typique de l'extrême droite. Même si ce sont des cas individuels, la presse ne s'est pas fait faute de montrer des comportements scandaleux de tel ou tel de leurs membres, des propos, des gestes, etc., de nature raciste, ce qui, évidemment, entache l'ensemble. La deuxième chose qui me gêne, et j'avoue que je suis un peu étonné d'être le seul à sembler l'avoir remarqué, c'est que les campagnes de Génération Identitaire ne se font pas en français pour protéger la France. Elles se font en américain pour protéger l'Europe. J'avoue être, excusez-moi de la familiarité du propos, être baba de constater que les manifestations qui font grief et qui peut-être vont motiver la dissolution se faisaient sous le logo non pas Défendons la France, mais en anglais Defend Europe, avec les slogans Closed Borders, c'est-à-dire frontières fermées, No Way, ça veut dire voie sans issue, You will not make Europe home, c'est-à-dire vous ne ferez pas de l'Europe votre chez vous, et tout ça sur des panneaux gigantesques placés au milieu des montagnes. Cette campagne en américain est d'ailleurs d'autant plus saugrenue qu'il s'agit, semble-t-il, d'empêcher des migrants venus pour la plupart d'Afrique francophone d'entrer en France. Il faudrait donc que Génération Identitaire nous explique en quoi l'identité de la France qu'ils veulent défendre se confondrait avec la langue américaine, en quoi elle se confondrait avec la défense de l'Europe, alors même que la politique officielle de l'Union européenne et de Schengen est précisément de favoriser les mouvements migratoires. Il y a des incohérences sur ce sujet qui me laissent songeur et qui m'amènent à me poser la question de savoir qui exactement finance Génération Identitaire. S'agissant maintenant de la polémique sur l'islamo-gauchisme, je peux comprendre l'émotion soulevée dans les milieux universitaires par la demande de Mme Frédérique Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur. C'est une demande tout à fait hors norme et contraire aux traditions de l'université française. Quitte à forcer le trait de leur indignation, et ils le font très volontiers, certains ont pu mettre cette enquête sur l'islamo-gauchisme en parallèle avec la chasse au judéo-bolchevisme de sinistre mémoire dans les années 1940. En bref, Madame Vidal a fait une ânerie. C'est d'ailleurs pas la première, ni hélas sans doute la dernière. Cependant, cette polémique n'aurait pas pris cette ampleur si le point soulevé à cette occasion et relayé par de nombreux observateurs, y compris des professeurs d'université, ne correspondait pas quand même à certaines réalités. Il y a ici un proverbe chinois que j'aime bien qui dit « Il n'est point besoin d'élever la voix quand on a raison ». Les vociférations et les cris poussés ici ou là pour s'indigner de cette qualification d'islamo-gauchisme me donnent donc à penser qu'un certain nombre de personnes ne sont quand même pas très à l'aise avec la situation qui prévaut dans nos universités et dans l'école. Il est un fait, hélas,
que dans un certain nombre d'écoles ou d'universités, la parole n'est plus libre sur les questions concernant la politique ou la religion. Il y a une réalité, c'est qu'un mouvement idéologique qui se dit décolonial ou intersectionnel, d'extrême gauche, promeut une alliance, parfois même contre nature, de toutes les revendications minoritaires communautaristes contre un ennemi commun qui serait, je cite, le patriarcat de l'homme blanc. Et l'on sait que les promoteurs de ces théories, auxquelles ils essayent d'ailleurs de donner un vernis pseudo-scientifique, et qui n'est pas plus scientifique que l'islamo-gauchisme, sont particulièrement intolérants envers quiconque ne pense pas comme eux. Eh bien, permettez-moi de vous le dire comme je le pense. Ces débats nauséabonds n'ont rien à faire dans ces temples du savoir et de la culture que doivent rester nos universités. Ils n'ont rien à y faire, mais ils nous ont hélas tout à voir avec ces modes intellectuels délétères venus d'outre-Atlantique et dont tout le monde, un tant soit peu sensé, ayant un tant soit peu de jugeote, perçoit bien que ces polémiques ne peuvent mener qu'à une dégradation dangereuse de la paix civile, comme on le constate aux États-Unis d'Amérique. En résumé, je suis quand même bien songeur de constater que les deux grands débats qui déchirent la France en ce moment, génération identitaire d'un côté, avec ses slogans anglo-américains qui veulent « Defend Europe », défendre l'Europe, et que les partisans de l'intersectionnalité de l'autre, qui importent des conflits intestins venus directement des États-Unis, eh bien ces deux forces qui s'opposent, en fait, menacent l'unité nationale et la solidarité du peuple français. Ces mouvements semblent tout droit inspirés de forces américaines. D'un côté, l'on perçoit les réseaux proches des milieux universitaires et politiques démocrates américains, non loin de certaines personnalités, comme George Soros et son Open Society. Et de l'autre côté, du côté de génération identitaire, je ne serais pas surpris outre mesure de voir l'influence des milieux conservateurs américains et qui ont également des ambassadeurs comme M. Steve Bannon. En d'autres termes, je remarque que les conflits internes existant aux États-Unis depuis très longtemps sont en train d'être exportés dans tout l'Occident, et en particulier en France, et que cela ne peut avoir pour effet que de faire planer l'ombre de la guerre civile et de mettre la France à genoux. Alors, que faire ? Eh bien, j'ai envie de lancer ici le cri que lança le duc de Berry, le deuxième fils du futur Charles X, le 24 mars 1815, c'était le jour du Vendredi Saint, devant la garnison de la ville de Béthune, dans le nord de la France. Cette garnison était partagée entre les royalistes et les bonapartistes. Et le duc de Berry avait alors appelé tout le monde à la raison, puisqu'on commençait à se tirer dessus, en disant, c'est un mot resté célèbre de l'histoire de France, « Soldats, ne tirez pas, nous sommes tous Français ». Eh bien, j'ai le même sentiment aujourd'hui. Mon opinion, face à Génération identitaire d'un côté, face à ceux qui sont pour l'intersectionnalité, qui se scandalisent du terme d'islamo-gauchisme de l'autre côté, mon opinion est qu'il faut, au-delà de ces péripéties et de ces polémiques stériles, il faut appeler les Français à la raison. Si nous continuons à nous déchirer comme cela, selon une tradition gauloise bimillénaire, nous allons laisser se détruire la France. Ce qui manque à la France aujourd'hui, c'est un pouvoir exécutif compétent, courageux
et déterminé, qui sache défendre nos frontières pour de bon, qui fasse respecter la volonté générale exprimée par la démocratie et qui fasse donc respecter la rigueur des lois, qui protège les Français, quelles que soient leurs origines et leurs convictions religieuses. Et il manque un chef d'État qui soit là pour rassurer les Français qui veulent avant tout que la France reste la France. C'est à cette condition-là que le pouvoir sera respectable et qu'il sera donc respecté. C'est lorsqu'un homme d'État digne de ce nom redonnera confiance aux Français dans l'avenir et la pérennité de notre pays. C'est lorsqu'un chef d'État montrera aux Français qu'il ne donnera plus cette impression détestable de n'être que le porte-parole d'une oligarchie internationale. C'est lorsqu'un chef d'État montrera aux Français qu'il est là pour les défendre, qu'il est là pour défendre leurs biens, leur liberté, leur démocratie, leur niveau de vie. C'est lorsqu'un chef d'État sera incontestablement perçu par les Français comme n'ayant comme volonté que de défendre la France contre vents et marées, c'est à ce moment-là que les tensions communautaires croissantes commenceront à s'apaiser. En conclusion, je voudrais revenir sur ces questions qui taraudent la société française et qui concernent, regardons-les en face, la laïcité et la place de l'islam. Par sa longue histoire, notre pays a une double tradition. Premièrement, une tradition chrétienne, issue de plus d'un millénaire de monarchie. Deuxièmement, une tradition laïque, issue de la Révolution française, il y a aujourd'hui plus de 230-240 ans. La France doit évidemment rester un pays laïque, afin que tous ses enfants puissent, dans le domaine de leur vie privée, pratiquer la religion qui est la leur, et y compris d'ailleurs de n'en pratiquer aucune, et y compris aussi la possibilité de changer de religion. Cependant, la laïcité et la République, pour les raisons que je viens d'invoquer, ne résument pas à elles seules l'identité de la France. L'écrasante majorité de nos concitoyens ne veut pas que la France laisse se dilapider tout un héritage immense de valeurs, comme l'égalité des hommes et des femmes, le refus de la polygamie, la recherche scientifique libérée de tout dogme, la libre consommation de tous les aliments et de toutes les boissons, y compris de l'alcool, la séparation du spirituel et du temporel. Or, contrairement à ce qu'affirme un discours dominant assez hypocrite et lâche, ces valeurs-là auxquelles les Français sont si attachés ne sont pas spécifiquement républicaines. Il est d'ailleurs aisé de trouver, à travers le monde, des républiques confessionnelles, à commencer par des républiques islamiques qui appliquent la charia. Pour dire les choses comme elles sont, si la polygamie est interdite en France, si la libre recherche scientifique y est autorisée, si la laïcité et même la faculté de changer de religion apparaissent naturelles à tout le monde, de même que la consommation d'alcool et de porc, ce n'est pas parce que ce sont des valeurs républicaines, mais c'est parce que nous appliquons en réalité des valeurs chrétiennes qui ont forgé l'identité de notre nation depuis 1500 ans.
La laïcité même, d'ailleurs, trouve son origine dans la parabole du denier, dans l'Évangile selon Matthieu, à cet instant où le Christ, s'adressant aux pharisiens, dit en examinant une monnaie où figure l'image de l'empereur romain, le Christ dit « Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». C'est là le fondement même de la séparation du spirituel et du temporel, de l'Église et de l'État. En résumé, la France ne retrouvera sa sérénité que lorsqu'elle aura un chef d'État qui assurera à tous, de façon claire et nette, et quand je dis à tous, c'est à tous les Français, ou toutes les personnes résidant légalement en France, y compris les Français d'origine immigrée, bien entendu. Lorsque ce chef d'État-là leur assurera, leur garantira que la France restera la France, c'est-à-dire le pays par excellence, ou qui devrait être par excellence celui des libertés publiques, celui de la liberté individuelle, celui du respect des autres conformément à notre tradition républicaine de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité, tout en reconnaissant que la France est une république laïque de tradition chrétienne et qui ne changera pas. Je connais beaucoup de Français. Depuis 14 ans que je circule en France, j'ai rencontré des milliers et des milliers et des milliers de Français. Beaucoup étant membres de notre mouvement politique, mais pas seulement. J'ai rencontré parmi eux beaucoup de Français d'origine étrangère. Et je sais que cette garantie de tranquillité, de liberté, de possibilité d'évoluer est en fait ce que recherchent tous les Français, y compris les Français d'origine étrangère. Les extrémismes ou les communautarismes ou les séparatismes, en fait, ne peuvent prospérer en France que si les Français ont un doute sur la volonté du chef de l'État que la France reste la France. Ces mouvements centrifuges ne peuvent prospérer que sur l'affaiblissement et les décombres de l'État. C'est donc à une formidable œuvre de redressement national et de renaissance d'un État protecteur et garant de l'égalité et de la justice sociale que devra s'atteler le prochain président de la République. Vive la République et vive la France!